Nathalie, j'ai 58 ans et le gros jump pour moi, il est tout à fait actuel parce que je passe du salariat qui a composé l'essentiel de mon activité vers le libéral, une activité en libéral. Je deviens sophrologue. Je suis sophrologue depuis quelques mois. Donc, c'est un gros jump. Tu vas nous raconter un petit peu plus tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu as fait des études et puis quel était ton métier en tant que salarié? Écoute, j'ai commencé à travailler assez jeune, j'avais 19 ans, relativement rapidement après le bac. Les études ne m'intéressaient pas spécifiquement et en fait, j'ai trouvé un travail qui me plaisait énormément dans le milieu de la radio. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup, qui a duré quelques années et puis j'ai switché après sur d'autres secteurs. J'étais assistante de direction, puis assistante. Et la dernière expérience pro, j'ai été licenciée, donc après toute la période de Covid, donc à l'âge de 57 ans. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment maintenant de faire quelque chose qui me plaît vraiment, qui me plaît enfin. Et j'avais découvert quelques mois avant la sophrologie à travers des séances suivies avec une femme assez géniale, une chouette sophrologue. Et quand je repartais de son cabinet, je me disais, mais j'ai envie de faire le job de cette personne. Ce qu'elle fait me plaît. Cette capacité à aider, parce que je me suis sentie très aidée pendant cette période où je faisais ces séances, où je suivais ces séances de sophrologie avec elle. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et en fait, en 48 heures, l'idée, elle s'est posée. J'ai assez vite psychologiquement switché. Plutôt que de m'appesantir sur ma situation, je me suis dit, OK, je fonce. Donc, j'ai trouvé la formation idoine. Je l'ai suivie. Et j'ai démarré mon activité il y a 3 mois, donc sous forme de micro-entreprise. Et en fait, à l'heure où les autres décélèrent dans leur activité parce qu'ils pensent à la retraite, qui n'est pas très loin, moi, en fait, je remets les gaz et je fonce. Donc, c'est à la fois exaltant, passionnant parce que je suis passionnée par l'outil sophrologie et ce qu'il apporte comme bienfait à soi-même et à la fois un peu mal à l'aise et un peu comment dire par moments en doute parce que se mettre à son compte déjà c'est pas simple, mais se mettre à son compte à 58 ans, il y a plus de questions en fait étonnamment, voilà. Ouais, les enjeux sont Pour pas les mêmes. résumer. On va creuser un petit peu tout ça. Est-ce que juste avant, tu peux nous dire quelques mots sur la sophrologie? En quoi ça consiste exactement pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? La sophrologie, en fait, on la considère comme une pratique psychocorporelle parce qu'elle mobilise à la fois le corps et l'esprit. Ce sont des mouvements, et en fait, c'est une combinaison de mouvements doux, de relâchement musculaire assez doux, donc vraiment accessible pour tout le monde, combiné à de la respiration contrôlée. Tu peux avoir des temps d'apnée, mais ça te permet aussi de développer ta respiration. Et il y a un autre volet qui est la visualisation positive, les suggestions mentales, et qui te permet, alors là, ça peut être une cousine un peu de l'hypnose, et ça te permet, par les suggestions mentales, de te suggérer des visualisations positives et de te mettre dans un mood positif et de t'envisager et d'envisager les questions existentielles et les questions pratiques de la vie dans un mood positif. Et en fait, oui. Ouais, nous donner juste quelques exemples de cas dans lesquels la sophrologie peut être intéressante. Oui. Alors, à la fois dans le cadre du quotidien, et ce qu'on voit le plus souvent, ce dont on entend parler le plus souvent, c'est la gestion du stress et la gestion des émotions, parce que c'est un outil assez fabuleux pour ça, qui te permet vraiment de relâcher la pression, de retrouver une pensée claire, lucide. Et pour ça, c'est assez excellent, mais pas uniquement. Parce que la sophrologie est beaucoup utilisée dans le cas de préparation mentale, tu sais, soit dans le cadre de compétitions sportives, mais ça peut être aussi un examen,
une prise de parole en public. C'est assez pertinent dans les cas de phobie, notamment dans la phobie de l'avion. Ça marche extrêmement bien pour mieux contrôler les addictions aussi, la cigarette, l'alcool. C'est vraiment un outil en support qui aide beaucoup. Et également dans le cas de douleurs, tu vois, les acouphènes, la fibromyalgie, dans tous ces cas de figure-là, ça vient en complément soit de traitements médicaux, soit de suivi déjà par des médecins. Ça vient en support, en complément. Ça a vraiment un grand intérêt. Voilà pour te décrire en quelques mots les applications. C'est quelque chose que tu pratiques en cabinet? Oui, en cabinet. Je reçois les particuliers en cabinet. Ouais. Ça ne se fait pas en distanciel, par exemple? Alors, je le fais en distanciel à la demande, mais c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que dans la relation d'aide, rien ne vaut le contact, en fait. Alors, il n'y a aucun contact physique en sophrologie. Hein. Tu es guidé par la voix, tu restes habillé, tu es assis, mais le contact visuel présentiel donne une qualité à la séance que tu retrouves un petit peu moins, à mes yeux, hein, c'est vraiment perso, que tu retrouves un petit peu moins en distanciel. Mais je le fais aussi, parce que ça permet aussi de faire travailler des personnes qui ne sont pas à Paris ou à Chatou, là où je pratique. Hein. Donc, c'est quand même hyper pratique. À quoi ressemble ta semaine? Donc, tu travailles en cabinet. Combien de rendez-vous clients tu peux accepter par semaine? J'imagine qu'il va y avoir un maximum. Oui, parce que tu donnes de l'énergie, donc effectivement, tu n'es pas, c'est pas illimité. Moi, je débute en plus, donc ce n'est pas encore des semaines totalement pleines. Donc, en ce moment, mes semaines, elles se divisent entre recevoir les clients au cabinet, préparer les séances, parce que ça, c'est du travail aussi, monter les programmes, les séances, les exercices, et toute la partie administrative et commerciale. Et là, je dois dire que la partie commerciale, moi qui ai été salariée toute ma vie dans des domaines qui n'étaient pas industriels ou start-up, c'est vraiment mon talon d'Achille, je crois, dans l'aventure. Ouais. Tu dirais que ça te prend combien de temps, la partie gestion administrative et commerciale de ton activité? Écoute, j'arrive à une journée et demie environ entre la partie commerciale administrative. Pour l'instant, la partie administrative, elle est pas très importante. Puis il y a des outils aujourd'hui qui te permettent vraiment de gagner du temps. C'est plus la partie commerciale, donc de recherche, de prospection, et aussi de décrocher son téléphone, de se faire connaître. Ça, je dois avouer que c'est pas la partie la plus simple pour moi, mais aussi la partie se donner de la visibilité, donc les réseaux sociaux. Et tout ça, en fait, si tu veux, je l'effleurais avant de me lancer. Aujourd'hui, j'ai les mains dans le cambouis. Il faut vraiment se lancer à faire des posts, se faire connaître. Je suis pas sur énormément de réseaux, mais il faut quand même produire du contenu qui soit intéressant, pédagogique, qui explique vraiment ce que je fais et qui donne envie de prendre un rendez-vous avec moi et de faire des séances de sophro. Donc, tu dis un jour et demi par semaine ou par mois? Par semaine. Par semaine. Ouais. C'est quand même assez important. C'est quand même assez important. Ouais. Tu as choisi le statut de micro-entreprise. Pourquoi ce statut-là? Parce qu'il est au départ, pour moi, à mes yeux, le plus simple. Surtout dans mon secteur d'activité, c'est celui qui te demande justement peut-être au départ le moins de temps passé sur l'administratif. Aujourd'hui, c'est quand même très facilité, notamment pour ce statut-là. Et puis, on verra par la suite. Je sais qu'on peut switcher par la suite, qu'il y a plein d'autres statuts. Donc, on verra par la suite. Donc, je préfère commencer avec ce statut qui est hyper accessible, en fait, et on verra par la suite. Okay. Pour donner une idée, est-ce que tu as eu des frais de création? Alors, les frais de création, c'est les frais de développement du site. Et puis, tout ce qui est… alors, pour l'instant, moi, le cabinet, je suis à Chatou. Donc, il y a pas vraiment de frais. Les frais, ils vont démarrer quand je vais
vraiment attaquer comment dire, les rendez-vous à Paris. Pour l'instant, c'est à domicile à Paris, donc c'est pas, ça n'engage pas de frais. Je pense que le plus gros poste, c'est le cabinet. Hein. Donc, au départ, quand on a la possibilité de le faire chez soi, je trouve que c'est bien, mais on n'a pas toujours cette possibilité-là. Je pense que c'est le plus gros poste. Donc, je le réduis au maximum pour l'instant. Et ensuite, ce sont les plateformes de prise de rendez-vous et de communication aussi qui sont importants. Donc, tu n'as pas eu de frais de création de ton SIRET Très peu, très très peu. Parce que l'URSSAF, tu te déclares, c'est pas payant. Donc après, tu as la RC Pro effectivement, mais c'est pas excessif. Un médiateur aussi, c'est vraiment conseillé quand tu es thérapeute. D'accord. Dans une activité de relation d'aide, c'est plutôt conseillé, mais ce ne sont pas des gros postes de dépenses. Donc, tu peux démarrer, ce qui est mon cas, avec très peu d'investissement au départ. Donc, les principaux postes de dépenses, c'est le loyer et les plateformes pour la visibilité et la prise de rendez-vous. Oui, tout à fait. Pour mon cas, oui, tout à fait. Ok, c'est tout à fait logique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu as rencontrées en créant ton activité? Écoute, la principale difficulté, je trouve, hein, c'est la solitude. Okay. Et l'écueil, c'est de ne pas s'isoler et vraiment de sortir de chez soi. Parce que je travaille beaucoup à la maison, moi, du coup, tu sais, pour préparer les séances. La cerise sur le gâteau, c'est quand je reçois des clientes et des clients. Mais en dehors de ces moments-là, tu es chez toi devant ton ordi. Donc, en fait, tu es très seul. Et donc, en fait, tu es seul à penser, tu es seul à brainstormer. Et tu peux très vite tourner en rond et t'isoler. Donc, le premier écueil pour moi, le plus important, c'est la solitude, surtout quand tu as été salarié. Donc, c'est mettre en place des stratégies pour rencontrer des collègues. Exact, rencontrer tes pairs, tout à fait. C'est ce que je fais avec 2 de mes pairs une fois par semaine. Et on échange sur nos pratiques, ce qui nous enrichit en plus les unes les autres. Mais comme on est plutôt soudés, on se donne aussi des conseils. On s'épaule, on se donne des conseils. Ça, c'est essentiel. Et ensuite, la deuxième difficulté pour moi, mais je t'en ai parlé, c'est toute la partie commerciale, se faire connaître. Et peut-être le troisième écueil, c'est de ne pas baisser les bras. Voilà, c'est de se donner un temps défini, au-delà duquel tu feras un bilan. Tu prendras les décisions qui s'imposent, mais ne pas douter, ne pas se permettre de douter. Ça aussi, c'est pas facile. Il faut s'encorder, en fait. Tu te donnes combien de temps pour te dire que ça a été un succès, un bon choix? Je me donne 1 année, même si je sais que ce n'est pas beaucoup. Même si je sais que c'est beaucoup plus long que ça. On dit que c'est plus long, on dit qu'il faut minimum 2 ans pour développer une clientèle. Mais je me donne un premier jet, en fait, un premier cap, un premier bilan dans 1 an. Enfin, maintenant, un petit peu moins d'1 an, à la fin 2023. Et voilà, je regarderai ce qu'il est pertinent de faire, d'apporter comme correction, voilà, ou de jumper sur un autre rythme peut-être. Donc voilà, ouais. Une année. Ok. Tu as évoqué tout à l'heure ton âge. On a vu dans cette série d'interviews pas mal de personnes qui ont jumpé dans la vingtaine. Ouais. Les enjeux ne sont pas les mêmes que quand on a 58 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des spécificités, des choses qu'il faut prendre en compte à ton âge? Alors, les spécificités, je ne sais pas ce qu'elles seraient pour quelqu'un d'autre. En fait, je pense que c'est un état d'esprit surtout. J'ai vraiment l'impression de mettre les gaz à l'heure où d'autres décélèrent dans leur activité, ce qui est tout à fait normal, parce que la retraite est pas très loin. Et en fait, moi, je me câble pas du tout de cette façon-là. Pour moi, je pars à l'aventure et je me dis, mais j'en ai pour 10 ans, voire plus si affinité. Donc, c'est un état d'esprit différent.
Et c'est plus là où il faut bien s'encorder, en fait. Se dire, OK, moi, je vis pas du tout les choses de cette façon-là, de façon à décélérer, à être plus tranquille, plus paisible. Au contraire, moi, je suis obligée de m'activer, obligée de dynamiser l'activité. Donc voilà, c'est plus un état d'esprit, la spécificité de l'histoire, je dirais. Ok. En termes de gestion des risques, enfin de prise de risque financier, hein, parce que c'est quelque chose qui arrive, c'est une question, j'imagine. Tout à fait, c'est pour ça que je me donne une année. Mmh. C'est vraiment pour cette raison-là, je me donne une année. Et pour atteindre un chiffre d'affaires qui te semble cohérent avec ton... Pour atteindre un seuil, tout à fait, un seuil que j'ai calculé, qui me paraît un seuil acceptable pour me dire, OK, c'est un seuil minimum qu'il me faut pour vivre, et au-delà duquel, évidemment, ce sera beaucoup mieux, mais en deçà duquel, il va falloir que peut-être je songe soit à faire ce métier différemment, soit peut-être à prendre un mi-temps à côté. Ou voilà, c'est des choses envisageables, mais j'y pense pas pour l'instant. Ok. Donc pour l'instant, vraiment focus acquisition de tout à clients, fait. développer sa Tout à fait. clientèle. Ouais, c'est une vraie aventure et j'ai vraiment envie de la poursuivre. Ok. Pour terminer, est-ce que tu as quelques ressources à recommander à des personnes qui voudraient soit se reconvertir dans les métiers de la thérapie ou se mettre à leur compte? Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Dans les métiers de la thérapie, alors je ne l'ai peut-être pas fait assez, mais je le recommande. C'est d'aller interroger les personnes qui, si tu veux être sophrologue, appelle les sophrologues. Je ne pense pas qu'elles te disent non sur un retour d'expérience, sur des conseils. Regarde les études de marché s'il y en a, interroge les gens autour de toi. Pareil, en fait, pour toutes les activités, mais pour les activités de relation d'aide, je le recommande fortement. Et la deuxième conseil, c'est d'être vraiment passionné. C'est comme c'est pas simple, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de facile. Faut vraiment s'encorder, avoir la foi, écarter les doutes. Et c'est pas simple tous les jours. Donc, être passionné vraiment par ce qu'on fait. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des tempéraments ou des périodes de la vie dans lesquelles on est peut-être un peu plus à même à se lancer dans une aventure comme ça? J'en serais l'illustration. J'ai envie de te répondre, mais c'était pas du tout évident de l'être. Sur le tempérament, jamais, je n'aurais imaginé être libérale, être en auto-entrepreneur, en micro-entreprise. J'ai été salariée toute ma vie et je n'imaginais pas que je pouvais être câblée pour ça. Donc, peut-être que c'était un moment de ma vie, effectivement, mais il n'y a que la voix intérieure qui puisse te le dire. Il n'y a que ton envie, ton désir et ta voix intérieure vraiment qui puisse te le dire. Suivre son instinct, important aussi. On te sent très passionnée, donc on va te souhaiter de bien développer ton activité. Merci, cette année. Il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus, aucun problème, appelez-moi. Ça marche. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Lucie. Bonne journée.